messieurs, je suis Keren El Kaïm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui autour d'une rencontre qui s'appelle Passion Histoire. Passion Histoire avec Laurent Geoffrin et avec Camille Pascal qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour Laurent Geoffrin, merci d'être avec nous. Alors je vais me permettre de vous présenter en quelques mots. Laurent Geoffrin voit le jour en 1952 à Vincennes. Après un parcours à l'Institut d'études politiques de Paris, il décroche une licence en sciences éco tout en étant déjà très engagé auprès des jeunesses socialistes. Il décroche aussi un diplôme de journaliste au CFJ et avant d'entrer à l'agence France Presse, il rejoint ensuite la création d'un quotidien qui s'appelle Forum International avant de trouver sa place à Libération, le grand quotidien dont il deviendra le directeur de la rédaction, un poste qu'il va également occuper au Nouvel Observateur. Sa plume alerte se retrouve aussi dans la publication de nombreux essais et romans, dont La gauche en voie de disparition, Yougoslavie, Suicide d'une nation, Les batailles de Napoléon, Média Paranoïa, Les énigmes Kennedy ou L'énigme du Code Noir, dont nous allons parler aujourd'hui aux éditions Buchet-Chastel, qui est consacré à l'aventure de Nicolas Le Floch, dont il a repris le flambeau. On part cette fois en 1791 dans un Paris révolutionnaire en prise avec la violence, mais deux cadavres fortement mutilés méritent une enquête particulière. Y a-t-il un lien entre eux et le Code Noir réservé aux esclaves? Suspense. Bonjour Laurent et Bonjour. Merci d'être là. Alors, j'en profite puisque je suis tout seul, je vous conseille plutôt d'acheter celui-là. Que... Alors j'aimerais qu'on parle avant tout, en premier lieu, de l'écriture qui vous anime, qui vous habite. Est-ce que l'amour de la lecture, c'est quelque chose qui est venu très tôt chez vous? C'est quelque chose qui vient déjà dès l'enfance? Et en quoi ça continue à vous nourrir aujourd'hui? J'ai lu beaucoup de romans du genre de celui-là, et très tôt. Donc, à la fois, ça peut être Jules Verne, Jack London, Dumas, etc. Puis ensuite Balzac et tout. Et à chaque fois, quand il y avait un contexte historique particulier, ça m'intéressait plus. Et donc, évidemment, j'ai un goût pour ce genre de littérature depuis que je suis gamin. Donc ça facilite les choses. Du coup, j'ai une antériorité de lecture assez longue. Donc ça m'a facilité les choses. Cet amour de l'histoire dont vous parliez, ça vient d'où? C'est qui vous l'a transmise? Mon père était éditeur de livres d'histoire, ça tombe bien. Et donc j'ai passé toute mon enfance parmi les livres, les mémoires des grands personnages, les sagas, les biographies, enfin j'en ai lu beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu de livres d'histoire. Qu'est-ce qui vous intrigue justement dans l'histoire? Parce que souvent, quand on est enfant, c'est une matière qu'on n'aime pas trop, dont on ne réalise pas véritablement l'importance. Pourquoi le petit garçon ou l'adolescent que vous étiez était déjà complètement passionné par cela? Parce que c'est une réserve de romanesque. Et comme ce sont des romans vrais, je trouve que ça a parfois plus de force que la littérature. Alors, quand il s'agit de bons écrivains ou de grands écrivains, on est emporté par le style. Mais les personnages et les faits sont toujours plus fascinants, je trouve, quand on sait qu'ils se sont vraiment déroulés. Hein, on peut imaginer des choses, on est pris par la fiction dans ce cas-là, mais quand ça s'est vraiment déroulé et que c'est bien raconté, ça devient plus passionnant qu'un roman, je trouve. Donc l'idée de rejoindre les deux exercices, retracer une époque, retracer la vie de vrais personnages et en même temps les inclure dans une intrigue policière avec ses règles de développement dramatique, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Un roman historique, c'est ça finalement, c'est transformer le réel en fiction, mais en respectant la vraisemblance toujours. Il faut que le lecteur se dise « je suis bien dans cette époque-là ». Et s'il y a la moindre erreur, même de détail, ça rompt le charme. C'est pour ça que les lecteurs sont très exigeants, notamment avec Le Floch, parce qu'ils ont lu ceux qu'écrivait Jean-François Parrot, dont j'ai pris la suite. Et donc ils viennent me voir en disant, dites donc, en général, ça a bien marché, donc
je pense qu'ils sont assez contents, mais ils viennent me voir en disant, bon, vous avez respecté à peu près le style d'une part, et puis l'atmosphère, et le personnage. Donc ils sont contents. Mais il y en a qui viennent me voir en me disant, mais sur tel point, là, vous vous êtes trompé, c'est pas exactement ça, notamment sur les recettes de cuisine, parce que Parot était un gastronome, un fin gourmet, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je suis obligé de travailler plus pour couvrir cet aspect des choses. Donc les gens viennent me voir en me disant, dites donc, vous avez dit que au restaurant Beauvilliers, ils ont servi un soufflé au mori, non, à la truffe, mais ça se passe en octobre et c'est plus la saison des truffes. Donc ça ne va pas. Là, ils ont raison. Alors je réponds, oui, mais déjà à l'époque, on conservait les truffes. Comme ça, j'ai réussi à m'en tirer. Mais il faut être très précis. Justement, votre protagoniste, il a cette philosophie qui est de chercher la vérité, pour peu qu'elle existe, ou sa vérité, que ce soit en tant que journaliste ou en tant qu'écrivain. Quelle vérité est-ce que vous cherchez? Il n'y en a qu'une, la vérité. Parce que, vous savez, moi, je ne crois pas à cette histoire. La vérité, on n'y arrive jamais. En matière policière, si, on y arrive. Dreyfus était innocent. Ce n'est pas une vérité relative. C'est vrai, il était innocent. Et Landru était coupable. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Les vérités policières sont plus certaines et sûres que les vérités intellectuelles. Les vérités, ça se rapproche, c'est pas de la science, mais ça se rapproche de la science, parce que c'est un exercice où il faut présenter des preuves. Et donc à partir du moment où on a les preuves de la culpabilité de quelqu'un, on dit c'est lui le coupable. Et en général, souvent il avoue en plus, donc ça facilite les choses, mais je ne crois pas au relativisme complet, comme ça, dire, oui, chacun a sa vérité. Mais non, il y a une vérité objective. Alors elle est difficile à atteindre, et chacun la voit de son point de vue, mais elle existe. Elle n'est pas arbitraire. Et donc le travail de l'historien, c'est ça aussi. C'est pour ça d'ailleurs que l'histoire est en révision permanente, parce que chaque historien découvre une parcelle de vérité. Mais s'il est honnête, ce qu'il raconte n'est pas faux. Simplement, il manque un point de vue, une perspective ou des éléments qui n'avaient pas été encore découverts. Mais les choses se sont vraiment passées, quoi. C'est pas du rêve. Vous parlez des livres d'histoire et justement, il y a aussi des blancs dans ces livres-là, des choses qu'on ne saura jamais, notamment la psychologie des êtres ou des tas de personnages qui ont été oubliés par la grande histoire. Est-ce que c'est dans ces blancs de l'histoire que peut s'introduire l'écrivain, le romancier? Alors oui, c'est vrai qu'on remplit les blancs, comme on dit, notamment pour les dialogues. Parce que, évidemment, là, je fais parler Louis XVI, Marie-Antoinette ou Danton ou Robespierre ou Mirabeau. On sait comment ils parlaient parce qu'on a des textes de discours, puis on a les mémoires des gens. Les mémoires qui connaissent des gens qui ont gravité autour du roi. Ils racontent comment ils parlaient, comment ils s'exprimaient. Puis on sait par les écrits de l'époque quel est le style, y compris le style oratoire des gens, donc il faut le respecter. Mais évidemment, je leur fais dire des choses qu'ils n'ont pas forcément dites. Donc ce n'est pas un travail d'historien. D'ailleurs, si vous lisez des livres d'histoire où vous voyez des dialogues, méfiez-vous. Parce que vous posez-vous la question, est-ce qu'il y avait un magnétophone pour enregistrer ce qui a été mis, parce que j'en connais plein, moi, des bouquins d'histoire où on dit Cléopâtre se tourna vers César et dit deux points, et puis hop, Cléopâtre parle. Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait, on n'en sait rien. Et donc c'est de l'imagination, quoi. Alors dans les romans, on est plus libre. Mais on n'est pas libre non plus parce que il faut faire toujours vraisemblable. Hein, quand vous écrivez un roman tout court, pas historique, la vraisemblance, ça dépend des conventions de départ. Si vous écrivez un roman fantastique, on est d'accord, il y aura des pouvoirs magiques, il y aura des choses inexplicables, etc. Mais si vous écrivez un roman qui est situé dans une époque avec des événements qui sont connus des historiens, alors là, vous êtes prisonnier. Vous ne pouvez pas inventer des choses qui ne se sont pas produites, quoi. Alors que moi, celui-là se passe en 91, un peu avant la fuite du roi, aux Tuileries. Donc il faut savoir ce qui se passait aux Tuileries, quels sont les événements jour après jour qui ont eu lieu jusqu'à ce que le roi s'échappe.
et qui voyait comment c'était organisé, qui le gardait, combien il avait de valets, à quelle heure il se couchait, quand est-ce qu'il mangeait, est-ce qu'ils allaient se promener dans le jardin des Tuileries à côté ou pas, est-ce que Lafayette venait le voir tous les soirs ou pas tous les soirs. Enfin bon, il y a toutes sortes de détails comme ça qu'il faut absolument connaître. Si vous ne les connaissez pas, les gens n'y croient pas, quoi. Le charme, c'est qu'on a l'impression que c'est vrai. Et le charme pour vous de vous glisser dans la peau de ces personnages qui ont vraiment existé, comme ces rois ou ces reines, c'est quoi? D'être véritablement, de devenir eux, en quelque sorte. Mais il y a un exercice qui est... Quand on creuse comme ça une période très courte, c'est qu'on va contre les clichés. Par exemple, il y a un cliché qui dit que Louis XVI n'était pas très malin, un peu bonnet, était un peu pas très au courant des affaires du royaume. En fait, quand on regarde bien, c'est complètement faux. Il savait parfaitement ce qui se passait, il était au courant de tous les courants politiques, de tous les faits et gestes des personnages, parce qu'il avait une police qui était encore bien organisée, même si au moment après 89, ça commence à se déliter, puisque la police est elle-même divisée entre monarchistes et révolutionnaires. Mais quand même, Louis XVI a l'habitude des affaires de l'État, il a beaucoup d'expérience, en 89 déjà. Et il connaît toutes les cours d'Europe, il connaît toutes les sommités du royaume, il connaît les écrivains, il a lu les livres. Et alors on se moque de lui parce qu'il faisait de la serrurerie. On dit oui, Louis XVI il faisait de la serrurerie, c'est ridicule. Et simplement, c'est ce qu'on ne prend pas en compte, c'est ce que j'ai appris moi en travaillant le sujet, c'est que à cette époque-là, les philosophes et les écrivains considéraient que le travail manuel était une sphère essentielle du développement de leur pensée. Et tous, ils faisaient du travail manuel. Diderot, quand il a fait l'encyclopédie avec les autres, il est allé travailler dans les ateliers des ouvriers imprimeurs, il est allé voir les paysans, il est allé voir les chimistes pour comprendre comment les engrais fonctionnaient. Hein. Tout ce qui était concret pour les gens des Lumières était essentiel. Parce que c'est en partant du concret qu'on arrivait à fonder une pensée rationnelle et cohérente, quoi. On ne partait pas des dogmes religieux, on partait de la réalité. Et donc si on n'avait pas l'expérience du travail sur la matière, on ne comprenait pas le réel. Et donc le fait que Louis XVI fasse de la serrurerie, c'était en fait une discipline que tous les intellectuels de l'époque respectaient. Voltaire, il s'occupait de l'agriculture. Tous c'était pas des hobbies, ils considéraient que c'était normal, c'est comme d'apprendre le latin ou d'être formé en mathématiques, on devait avoir un travail manuel. Et j'en ai même tiré une idée quasi politique. Je me dis aujourd'hui, on devrait obliger les gens qui suivent des filières générales de littérature ou de mathématiques, etc., à avoir une option obligatoire de travail manuel. Comme ça, ils comprendraient ce que c'est. Et la coupure qu'il y a souvent entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels se refermerait un peu. Et les gens qui sont fonctionnaires, par exemple, comprendraient ce que c'est que travailler la terre ou réparer des moteurs, parce qu'ils ne voient ça que de manière abstraite, quoi. Et du coup, ils ne peuvent pas bien décider, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Louis XVI l'avait, lui. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement au livre de Camille Pascal, qui viendra peut-être nous parler ou pas, c'est le suspense du jour. C'est bizarre, parce que je l'ai vu dans le train, c'est curieux. Voilà. Il s'est perdu dans Brive, Brive étant tellement grand que on ne saura jamais. En tout cas, il va peut-être se joindre à nous, mais dans son livre à lui, ce ne sont que des personnages qui ont réellement existé, alors que la particularité de vos romans et de cette série que vous nous proposez, c'est que c'est un mélange entre des êtres réels et puis ce personnage de fiction dont vous avez hérité, qui a été imaginé, comme vous le disiez, par Jean-François Parrot, qui a été rendu célèbre aussi par une série télé que vous avez peut-être vue. Mais lui, il évolue au sein de cette réalité historique. Comment est-ce que vous avez ravivé ce héros? Pourquoi vous avez repris le flambeau? D'abord parce que l'éditeur me l'a demandé, c'est trivial. Mais ça m'a intéressé parce que moi j'avais déjà écrit des romans de ce genre, mais qui étaient situés sous le consulat, sous Napoléon. Donc c'était l'histoire d'un commissaire aussi que j'avais créé de toutes pièces à partir des personnages existants. Et donc c'était la même démarche finalement. Donc ça m'intéressait de le refaire. La deuxième, il y a deux autres raisons. La deuxième, c'est que
quand Jean-François Parrot, malheureusement, nous a quittés, son héros était arrivé en 1788. Et donc la suite se passait sous la Révolution. Or, c'est ma période de prédilection. Les révolutions empires, je connais bien, j'ai beaucoup lu là-dessus, et puis ça m'intéresse. En plus, c'est la fondation de nos principes politiques essentiels, quoi. C'est là que la République a vu le jour. C'est à ce moment-là. Donc c'est intéressant de le creuser. Et la troisième raison, c'est que Le Floch est un personnage ambigu. C'est qu'il est à la fois... Comment ça va? Il est à la fois bâtard, roturier, puis il devient noble. Il change tout d'un coup de classe sociale. Donc il voit la société de deux points de vue complémentaires, différents mais complémentaires. Et donc c'est un des meilleurs connaisseurs finalement des forces et des faiblesses du royaume de France à son époque. Et il est proche du roi. Donc il est fidèle au roi, mais il comprend bien que le régime politique doit évoluer. Alors, il ne sait pas trop, parce que ce n'est pas un théoricien de la politique, mais il sent que ça vacille, quoi, c'est en train de se fracturer. Et donc il faut que ça change. Et donc il plaide constamment auprès du roi pour, à son modeste niveau, parce qu'il est juste commissaire de police. Mais quand il le voit, il lui fait comprendre qu'il serait bon de faire des vraies réformes. On va continuer à en parler. En tout cas, bonjour Camille Pascal, merci d'être arrivé. Je vous prie de m'excuser, mais après le train des écrivains, il y a le bus des écrivains. Et donc, je crois que j'ai fait le tour de Brive complet. Voilà. Donc, en tout cas, bienvenue parmi nous. Je vais me permettre de vous présenter en quelques mots. Donc, vous êtes né en 1966 à Montpellier, après avoir obtenu une Cagne et Hippocagne. Vous êtes inscrit en licence d'histoire à l'université de Nanterre. Une voie... Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Une voie que vous avez continué à suivre en décrochant une maîtrise, un DA en histoire moderne à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, puis l'agrégation professeur dans plusieurs universités. Vous êtes également engagé en politique en devenant chargé de mission au cabinet de François Bayrou, conseiller auprès du président Nicolas Sarkozy, dont vous êtes devenu l'une des plumes, ou auprès du Premier ministre Jean Castex. Outre une carrière auprès de France Télévisions, vous avez publié plusieurs essais, ouvrages collectifs ou romans, comme les Screenagers, avoir 20 ans en l'an 2000, Le goût du roi Louis XV et Marie-Louise O'Murphy, Les derniers mondains, ainsi Dieu choisit la France, L'été des 4 rois, qui a obtenu le grand prix de l'Académie française, et L'air était tout en feu, qu'on va aborder aujourd'hui aux éditions Robert Laffont, où on se retrouve cette fois propulsé à Paris, tout comme le livre de Laurent Geoffrin, mais en 1718. L'air y est littéralement incendiaire face aux grands enjeux de pouvoir entre le régent et une femme redoutable qu'on découvre, qui est la duchesse du Maine, épouse du bâtard préféré du roi Louis XIV, et alors que son envie à elle est grande justement de décrocher le pouvoir, et que parallèlement la révolte gronde, qui va l'emporter? Là aussi, suspense. On avait abordé avec Laurent au début de cette rencontre cet amour de l'écriture, cet amour de la littérature qui vous relie tous les deux. Philippe d'Orléans, dans votre livre, croyait tout savoir de l'âme humaine, mais il va découvrir toute sa complexité. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, c'est aussi votre passion d'explorer l'âme humaine, y compris de personnages qui ont réellement existé? Alors, en réalité, oui. C'est-à-dire qu'à la différence des romans de Jean-François Parrot, dont Laurent Geoffrin est le successeur, je n'ai pas de personnage inventé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiction dans mes livres, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de percer le secret de la psychologie de personnages qui ont réellement existé et qui se sont retrouvés dans des périodes de très forte tension et à des moments où l'on ne sait pas vraiment de quel côté l'histoire va basculer. C'est ce que j'avais fait avec l'été des 4 rois dans cette année, dans ce mois de juillet-août 1830, où on ne sait pas si
la monarchie va basculer vers la République, la Révolution, une monarchie plus constitutionnelle. Bon, c'était le cas avec la Chambre des dupes, où la maladie du roi Louis XV met en suspens la cour et donc voit se déchaîner autour de lui et de son lit de malade tous les intérêts politiques. Et là, c'est la même chose, parce que nous sommes pendant la Régence. Et la Régence, c'est-à-dire que c'est l'oncle, le grand-oncle du petit roi Louis XV qui gouverne. Il gouverne parce qu'il est la personne la plus proche, en termes de familial, du jeune roi. Mais ces périodes de régence, et la France en a connu de nombreuses, sont toujours des périodes à la fois de fragilité du pouvoir politique et d'incertitude. Donc, et surtout, ce sont des moments très concentrés, parce qu'on sait que dès que le roi sera majeur, le pouvoir changera. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime bien, c'est rentrer comme ça dans ces luttes de pouvoir autour d'événements qui ont été aujourd'hui souvent totalement oubliés, mais qui avaient évidemment une importance capitale pour ceux qui le vivaient, et d'autant que ceux qui le vivaient, contrairement à nous, ne savent pas ce qui va se passer. Et moi, j'ai jamais essayé d'écrire en surplomb par rapport à mes personnages, mais plutôt de les suivre, un peu comme une caméra invisible, c'est-à-dire que et de faire, de même pour le lecteur, qu'il n'en sait pas davantage que ceux qui vivent l'événement. Alors l'histoire, la grande histoire est souvent écrite par les hommes et nous parle souvent des hommes. À travers ce livre, vous nous faites découvrir une femme qui a été oubliée par l'histoire, en tout cas par nous. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Une femme que vous décrivez comme étant haute comme 3 pommes. Alors méfiez-vous des femmes hautes comme 3 pommes, parce que je mesure 1m50, donc je sais de quoi je parle. Une géante à côté de la duchesse du Maine. C'est ça. Et donc cette duchesse du Maine, comment vous avez découvert cette personnalité tellement particulière? Alors en fait, c'est un très vieux souvenir, c'est qu'adolescent, j'avais lu les mémoires de sa femme de chambre, et qui est un personnage d'ailleurs du livre, mademoiselle Rose Delaunay, et qui va vivre un calvaire à côté de cette princesse, parce que elle va être son souffre-douleur, sa femme de chambre, elle l'utilise. Et ce personnage, quand j'étais adolescent, m'avait paru fascinant, parce qu'il faut savoir que la duchesse du Maine, certes c'est une femme, mais elle ne se définit pas comme femme, elle se définit comme princesse. Elle est princesse du sang, c'est-à-dire qu'elle appartient à la famille royale, elle est la petite fille du Grand Condé, elle est donc de ce sang sacré qui est celui de la famille royale, et qui est doublement sacré, puisqu'il est sacré chaque fois que le roi va à Reims, mais il est aussi saint parce qu'ils descendent tous de Saint-Louis. Et donc, elle considère là qu'elle a une supériorité sociale qui écrase tout le reste, qu'il soit homme ou pas. Elle se considère comme très supérieure à son mari, qui est un bâtard. Et pour elle, c'était une ignominie que de la forcer. Certes, c'est un bâtard qui est le fils de Louis XIV, mais c'est un bâtard. Donc pour elle, il n'a pas d'existence sociale. Il est titré, il est duc du Maine, il est prince du sang, il a même le droit par le testament de Louis XIV, qui n'aura pas de suite, mais il aurait même le droit de succéder au roi de France si jamais la famille venait à s'éteindre. Mais pour elle, ça n'a aucune importance. Et simplement, ce qu'il a la caractérise, pour dire le caractère de cette femme, c'est qu'à un moment donné, elle se rend compte que son mari, le duc du Maine, a lâché l'affaire, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout... qu'il n'a pas le courage de défendre ses intérêts. Et donc, c'est une sorte de défaite pour elle. Et devant toute la cour, elle va lui jeter à la figure, puisqu'elle dit, madame, maintenant il faut qu'on parte. On doit quitter les Tuileries, on a perdu, il faut partir. Et elle lui dit, nous partons, monsieur, mais il ne me restera que la honte de vous avoir épousé. Alors ces jeux de pouvoir, Laurent, on les retrouve également au cœur de votre roman. Ici, on est entre le royaume et ses colonies qui s'éveillent à ce moment-là au rejet de l'esclavage, au principe d'égalité. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette période particulière? Ça m'a intéressé. D'abord, c'est un fond de décor passionnant. Le débat sur l'abolition de l'esclavage, ça permet de restituer ce qu'a été cette discussion bizarre. Aujourd'hui, on ne comprend pas
comment on avait pu argumenter en faveur de l'esclavage. C'est un des mystères de l'affaire. J'ai découvert quels étaient les arguments qui étaient utilisés par les colons pour justifier cette espèce d'ignominie qui était l'esclavage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ces débats sont d'aujourd'hui. La discussion sur l'héritage de l'esclavage, sur les rapports entre les ethnies ou les races, la difficulté qu'il y a à gérer cette mémoire et qu'est-ce qu'a été vraiment qu'est-ce qu'ont été vraiment les colonies pour le Royaume de France, pour la France. Alors donc j'ai appris 1000 choses. Donc ça m'intéressait aussi, y compris pour éclairer les discussions d'aujourd'hui. Notamment, j'ai appris, par exemple, que on a présenté à un moment le code noir comme étant un progrès. Les gens ont dit oui, c'est quand même mieux avec le code noir. Alors c'est pas tout à fait faux, mais quand on creuse l'affaire, d'abord quand on lit le code, vraiment, c'est épouvantable. Les sanctions sont absolument terribles. C'est des mutilations, c'est des tortures, des coups de fouet. Parce que les maîtres avaient le droit de fouetter leurs esclaves autant qu'ils le voulaient, à condition de ne pas les tuer. Mais on disait, il y a 40 coups de fouet. Alors, 40 coups de fouet. Et alors l'excuse des colons, c'était de dire, oui, mais les Noirs sont différents, ils ressentent moins la douleur. Donc on leur donne plus de coups de fouet. Et j'ai appris aussi, ce que je ne savais pas bien, c'est que les colons de Saint-Domingue vivaient dans la terreur. Ils pensaient toujours que les esclaves allaient se révolter. Parce que, je ne sais pas pour vous reprendre, mais vous avez dit les colonies s'éveillent. Non, la révolte est permanente. Les esclaves se sont révoltés dès le premier jour et ils ont continué tout le long de cette expérience historique qui a duré jusqu'en 1848 en fait. Et il y avait donc des révoltes tout le temps. Alors on en parle peu d'ailleurs dans les livres d'histoire parce qu'on disait on a pacifié telle région, on a étouffé telle révolte. Mais en fait ça consistait à envoyer la troupe et à tirer dans le tas. Et en plus il y en avait beaucoup qui partaient dans les montagnes, ce qu'on appelait les nègres marrons, et qui fondaient des petites colonies à eux hors d'atteinte de la police du roi. Et donc la vérité sur ce qui se passait aux colonies, ça m'a permis de vraiment le mesurer, quoi. Et puis il y avait cette population intermédiaire qui était les métis, parce que les maîtres fautaient en général avec des jeunes filles qui étaient elles-mêmes esclaves. Et donc il y avait des enfants qui naissaient. Ces enfants étaient parfois, pas toujours, affranchis. Donc ils devenaient des citoyens libres, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Ils n'étaient pas esclaves, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Et donc au moment de la Déclaration des droits de l'homme, donc en 1789, ils ont lu la déclaration, ils ont dit, il y a marqué tous les hommes naissent libres et égaux en droit, nous sommes des hommes, donc nous aussi. Et immédiatement, c'est noué un conflit politique extrêmement violent entre la Société des Amis des Noirs, où il y avait Mirabeau, Condorcet, Brissot, etc., et Olympe de Gouges notamment, et puis un autre lobby, alors le lobby esclavagiste, qui se réunissait dans le club Massiac, à l'hôtel de Massiac, et qui, les deux lobbies, au fond, essayaient d'influer sur l'opinion et sur le Parlement. Et donc il y avait un échange d'arguments permanent, et donc mon intrigue, elle vient parce qu'il y a un meurtre particulièrement sauvage où on découvre deux aristocrates qui ont été tués et mutilés. Et alors les deux commissaires qui ne connaissent pas bien ces affaires d'esclavage tombent sur un cadavre dont on a coupé le bras et la jambe. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça, on n'a jamais vu ça, on a vu beaucoup de meurtres bizarres, mais celui-là vraiment est très étrange. Et c'est une ancienne esclave de leur connaissance qui leur dit mais c'est dans le code noir ça. C'est-à-dire qu'un esclave qui fugitif, on lui coupait le bras, et s'il recommençait, on lui coupait la jambe. Et s'il recommençait une troisième fois, on le pendait. Et alors, je me suis toujours demandé d'ailleurs comment il pouvait recommencer alors qu'on lui avait déjà coupé une jambe. Enfin bon, ça. Mais c'était donc des conditions atroces, quoi, qui n'étaient pas d'ailleurs réservées aux esclaves seulement, parce que les soldats aussi étaient punis de manière extrêmement dure, et les domestiques. Le code noir avait été d'ailleurs rédigé en partie en copiant les sanctions qui étaient prévues pour les soldats et les domestiques. Avec cette différence, c'est que les soldats et les domestiques s'engageaient volontairement dans l'armée ou au service de quelqu'un. Les esclaves, eux, ils étaient radiés en Afrique, soit par des tribus voisines, soit par des marchands d'esclaves qui ensuite allaient sur la côte pour vendre leurs marchandises aux Blancs qui venaient les acheter. Donc
toute cette discussion-là a lieu, elle était au printemps 91, et tous les arguments, on les retrouve aujourd'hui. Non pas qu'il y ait des partisans de l'esclavage aujourd'hui, mais il y a beaucoup de manières de voir qui existaient déjà à l'époque. Voilà, d'où l'intérêt pour cette période. Alors, ce qui est intéressant, Laurent nous parlait de cette révolte qui gronde. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans votre livre, Camille, puisque vous parlez des braises de la fronde qu'on se voit à la fois à l'intérieur de cette famille qui se déchire, mais également à l'extérieur, puisque Paris est donc en feu. Qu'est-ce qui vous a passionné dans ce jeu entre la révolte intérieure et la révolte extérieure ? Alors, en réalité, c'est une révolte aristocratique, mais qui n'existe pas. Et c'est ce qui m'a fasciné chez la duchesse du Maine, c'est qu'au fond, elle vit dans un monde qui est révolu. Elle pense qu'elle va... Et certains Parisiens, notamment le Parlement, la bourgeoisie, se disent, mais au fond, nous sommes dans une régence, comme à l'époque de la minorité de Louis XIV, et est-ce que ce n'est pas le moment de secouer le joug de l'absolutisme et au fond de réveiller la vieille fronde. Mais en fait, donc la duchesse du Maine, au fond c'est Madame Bovary, c'est-à-dire qu'elle s'est créée de toutes pièces un monde totalement artificiel dans son château de Sceaux, sur lequel une petite cour d'intellectuels, c'est une intellectuelle, elle était passionnée par Descartes, par l'astronomie. Alors elle avait une caractéristique un peu particulière, c'est qu'elle vivait la nuit et elle dormait le jour, ce qui évidemment pour ses serviteurs et ses courtisans était un peu compliqué, et notamment pour sa femme de chambre qui est aussi sa lectrice. Et même quand elle dormait le jour, elle n'aimait pas être seule, il fallait qu'on lui fasse de la lecture, et notamment la lecture de Fontenelle, de Descartes. C'est une grande amie de Voltaire, c'est elle qui va lancer le jeune Voltaire. Mais dans ce monde complètement fantastique, elle vit dans un monde fermé. Elle a créé un ordre d'ailleurs, qui est l'ordre de la mouche à miel, qui est donc l'ordre des abeilles, qui est une copie de l'Académie française, alors qui est mixte. Il y a des hommes et des femmes. Elle est dictatrice perpétuelle de l'ordre de la mouche à miel. Et donc, elle donne des fêtes absolument retentissantes. Saint-Simon dit, elle jette l'argent en feu d'artifice, etc. Bon. Et donc, elle pense que le monde est comme ça. Et elle se dit, je suis la petite fille du Grand Condé, les hommes, pardon l'expression, n'ont pas de couilles, donc moi je vais renverser le régent. Le problème, c'est que c'est une intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle va écrire des textes très durs contre le régent, pour mais même une sorte de constitution, etc. Mais en réalité, il n'y a personne ne va se révolter, à part quelques Bretons qui vont y perdre la tête, personne ne va se révolter. Donc elle vit dans un monde complètement fantasmatique. Et ce qui est intéressant, c'est que le régent, lui, sait qu'en fait, il n'y a pas de risque. Mais il sait aussi qu'il y a quand même des foyers, en tout cas, d'opposition. Et donc, il va la laisser avancer avec le cardinal Dubois, que les gens de Brive connaissent bien, hein, qui est un homme politique redoutable. Et en fait, cette pauvre duchesse du Maine, elle est d'une grande imprudence. Donc, pour elle, par exemple, les domestiques, on parlait des esclaves, les domestiques n'existent pas. C'est-à-dire que quand elle reçoit les comploteurs, elle les reçoit dans son salon éclairé comme en plein jour, puisque c'est la nuit. Et qui est-ce qui porte les flambeaux ? Ce sont des laquais, ils sont toute une armée. Les laquais, ils ne sont pas fous, ils sont payés par Dubois pour aller raconter. Quand elle va voir une voyante, plus exactement, elle envoie sa malheureuse femme de chambre consulter une voyante pour savoir si le roi va mourir. Ce qui est un crime de lèse-majesté. C'est un crime de lèse-majesté que d'essayer d'imaginer que le petit roi va mourir. Mais si le petit roi meurt, qu'est-ce qui se passe ? Qui règne ? Est-ce que c'est le régent ? Est-ce que c'est le roi d'Espagne ? Est-ce que c'est son mari ? Et on apprend, et moi je l'ai appris dans les archives, c'est que la voyante, elle est à la solde du régent. Donc dès qu'elle a vu, elle va dire... Bon, et donc on va la laisser avancer, et cette espèce de... Comment dire ? Cette espèce de complot de carnaval, on va le laisser avancer jusqu'à donner le coup de grâce et à arrêter. Et du coup, ça va complètement figer toute tentative de révolte. Le régent, qui était un homme plutôt libéral au début, devient plus autoritaire.
Et comme il est l'héritier, même si en fait il va mener une politique diamétralement opposée à celle de Louis XIV, il est quand même l'héritier de l'État royal et de cet État absolutiste qui fait que plus personne ne bouge dans le pays. Les intendants surveillent, l'armée est dans les casernes. Donc il n'y a aucune chance de se révolter. Mais la petite duchesse du Maine pense que par sa seule volonté, le prestige de sa naissance, et parce qu'elle est la petite fille du Grand Condé, elle va renverser tout. Et il y a une phrase qui est terrible, c'est que quand elle est arrêtée, on l'arrête. Et elle est abasourdie quand on l'arrête. Elle est abasourdie. Et quand il y a on lui envoie d'ailleurs, à son mari c'est un bâtard, on lui envoie les gendarmes. Mais elle, comme c'est une princesse, on lui envoie les mousquetaires. C'est une nuance. Hein. Bon. Donc elle dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Elle dit, ben, on vous arrête, madame. Elle dit, mais non. Et à un moment donné, le mousquetaire qui, dans ses mémoires, dira, j'aurais préféré avoir à faire le siège d'une ville que d'arrêter la duchesse du Maine, lui dit, mais madame, il faut partir. Voilà, je vous arrête. Et il l'attrape. Et elle lui dit, on ne touche pas à la petite fille du Grand Condé. Alors le pauvre, il est complètement bon. Et c'est comme ça une négociation jusque dans les carrosses. Et quand elle arrive dans la cour, elle pousse des cris, elle dit, où sont mes carrosses? Ah non, c'est des fourgons de police. Et alors elle ne veut pas monter dedans. Enfin bon, et au bout d'un moment, elle a une crise de désespoir, dont son témoin qui l'entoure, et elle dit, mon Dieu, que le monde est plus difficile à faire bouger que je ne le pensais. Hein, vous voyez, donc, au fond, son imagination vient se fracasser contre la réalité d'un État royal qui n'est plus évidemment celui de 1650. Alors, la politique, elle est aussi au cœur de ce livre-là. C'est un peu le fil rouge, on peut dire, de votre existence, de votre travail. Là, on le voit à travers ce personnage du commissaire du Châtelet qui fait ce trait d'union. Camille nous parlait d'un monde clos, entre un monde clos qui est celui de la royauté et puis le reste du monde. Il est un peu l'entre-deux et il dit à un moment donné que justement, la politique, au sujet de la politique, il en savait toutes les craquelures. Est-ce que c'est cela aussi qui vous fascine à la fois chez les hommes politiques aujourd'hui, mais aussi chez ces grandes personnalités que vous décrivez, les craquelures? C'est-à-dire que le Floch est un policier de la haute police. Il ne s'occupe pas seulement des crimes de quartier, il s'occupe aussi des affaires d'État. Et il a été mêlé dans les volumes précédents à plusieurs affaires célèbres. Donc il a une longue expérience. Et la police, à cette époque-là, avait aussi un avantage sur beaucoup de gens, c'est que c'est la police qui était chargée de faire la censure. Et donc les policiers chargés de ce service lisaient beaucoup, puisqu'on leur envoyait tous les livres pour avoir l'autorisation de paraître. Et donc ils connaissaient tous les courants littéraires, intellectuels, pamphlétaires ou journalistiques qui se développait dans le royaume. Et donc il était un des plus sensibles à tous les signaux faibles qui pouvaient annoncer une tempête, enfin une crise politique. Et comme le Floch est un type intelligent, en plus il est conseillé par certains de ses amis ou de ses anciens patrons qui sont des très fins politiques, il est un des plus conscients des difficultés en cours et de celles à venir depuis le 14 juillet. Quoi. Et donc ça donne au personnage une personnalité de grand témoin de l'histoire, enfin, témoin secret, fictif, mais grand témoin quand même parce qu'il est tout près des vrais personnages. Tout donc comme ça les permet journalistes. D'écrire comment? Tout comme les journalistes. Oui, encore mieux que les journalistes parce qu'ils voient le roi. Dès qu'il demande audience au roi, comme il est au courant de plein de choses, le roi le fait venir tout de suite en disant bah, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre, ça m'intéresse. Et puis, quels sont les dangers qui peuvent me menacer, quoi. Et il peut aussi aller voir Mirabeau, aller voir Lafayette, il a accès à tous les puissants. D'autant plus qu'il les appelle en disant, enfin, il leur envoie des messages en disant j'ai des informations confidentielles qui pourraient vous mettre en cause. Donc, vous avez intérêt à me voir rapidement. Et donc, il est au cœur de la machine. Et en même temps, il est dans la rue. Il voit la foule. Il peut être dans les manifestations, il peut être dans les émeutes, il sait très bien comment il faut gérer une foule, il a l'habitude des heurts, des violences et de la manière dont la police ou l'armée peuvent réprimer ces émotions populaires. Donc il est vraiment une plaque sensible, quoi. Donc c'est commode pour raconter une histoire, parce qu'il est vraiment au cœur des choses. Et c'est ce en quoi la politique
est le vrai fil conducteur de l'affaire. Il y a l'amour aussi, parce qu'il a des histoires sentimentales parfois un peu complexes. Mais la politique, c'est vraiment surtout pendant la Révolution, parce que c'est là où notre régime s'est fondé finalement. Il n'était pas fondé sur rien, parce qu'il y avait avant, il y avait l'Ancien Régime, mais c'est là où nos principes ont commencé à naître et à être mis en application. Donc on les voit à leur naissance et dans leurs premiers pas. Donc on voit fonctionner le premier Parlement, par exemple, et avec des questions triviales, parce que j'étais obligé de me renseigner sur le Parlement, enfin l'Assemblée législative se réunissait dans la salle du Manège, qui est dans l'actuel jardin des Tuileries, un peu avant la Concorde. Et c'était un très grand bâtiment rectangulaire qui servait à faire tourner les chevaux. Alors, ils avaient mis des gradins avec des colonnes en stuc, mais c'était une salle immense. Donc je me suis toujours demandé, mais quand on parlait à un bout, ceux qui étaient de l'autre côté ne devaient rien entendre du tout, parce que, en plus qu'il y avait un brouhaha, en plus il y avait du public. Et le public intervenait, interpellait les députés. Et donc je me dis, mais comme il n'y avait pas de micro, comment ils faisaient pour s'entendre? En fait, je crois qu'ils ne s'entendaient pas. Sauf certains d'entre eux qui avaient une voix de stentor. Alors il y avait les Girondins parlaient très fort comme ça. Et alors il y avait évidemment Mirabeau qui avait une voix, je ne sais pas à qui le comparer aujourd'hui, peut-être à Pasqua, ou des gens qui avaient des voix comme ça. Ou Dupond-Moretti, oui, peut-être c'est un peu le même genre. Et pareil pour Danton. Ouais. Alors la différence entre Mirabeau et Danton, c'est que Mirabeau avait toute une équipe pour préparer ses discours, tandis que Danton improvisait. Et Danton était un surdoué de l'éloquence. Il pouvait monter à la tribune pour répondre à une intervention et faire un discours qui reste aujourd'hui encore dans les mémoires, dans l'histoire. On a les textes, il y avait des gens, il y avait des sténos qui prenaient le texte exact des discours, et après l'Assemblée devait voter ou non la publication selon l'importance et la volonté politique de la majorité. Donc on a les discours. Alors la dernière question, elle est pour vous, Camille. On a évoqué avec Laurent sa passion de l'histoire. Vous-même, vous êtes issu d'une famille qui pourrait donner peut-être lieu un jour à un roman, puisque vous êtes le petit-fils d'un couple de résistants qui a été nommé juste parmi les nations. Est-ce que c'est eux, est-ce que c'était cette histoire-là qui vous a donné l'amour de l'histoire? Moi, j'appartiens à une génération qui avait encore un lien avec les générations précédentes. J'étais fils unique, et on vivait dans la même maison avec ma grand-mère, et je pense que voilà, les choses m'ont été transmises parce qu'on était dans des lieux qui étaient les mêmes depuis plusieurs générations. Il y avait des souvenirs qui étaient liés. Alors à la fois, on me racontait quand les Allemands étaient venus dans la maison, quand on cachait des gens dans la campagne, on avait réutilisé, vous avez dit Montpellier, on avait réutilisé, c'est ça qui était assez... À Montpellier, dans notre maison de famille, on avait réutilisé un appartement caché qui avait été créé au moment de la guerre de religion. Donc voilà, moi j'ai eu l'impression, puis on m'avait dit, ah ben voilà, quand Napoléon III est passé à Montpellier, ton arrière-grand-tante avait, je sais pas quoi, l'avait croisé. Enfin, voilà. Donc moi je me sens, comment vous dire, je me sens lié avec les morts. Voilà, c'est-à-dire que je me sens alors c'est peut-être pas très gai de dire ça, mais on a remarqué la Toussaint était il n'y a pas très longtemps, mais et au fond ce que j'essaie de faire en écrivant, c'est de les ressusciter. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas de personnage de fiction, c'est-à-dire que je ne me projette pas dans des personnages fictifs. J'essaie simplement de rendre la vie à des personnages qui sont morts, qui ne sont plus, qui ont laissé une trace dans l'histoire. Et j'essaie de le faire avec de façon la plus visuelle et la plus précise possible, parce que ce que j'aime, c'est prendre le lecteur, vous qui êtes là, vous prendre, et les jeter directement dans le grand bain de l'histoire. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas d'introduction, je ne fais pas un truc, il n'y a pas... C'est ça. Non, c'est-à-dire que c'est un terme aujourd'hui qui est très utilisé, c'est de l'immersion. Voilà, c'est vraiment, et pour ça, et c'est aussi le travail que fait Laurent, c'est-à-dire que nous avons un énorme travail d'enquête. Vous voyez, c'est idiot, mais j'ai mis plusieurs semaines à trouver
le lieu précis où l'abbé Dubois, futur cardinal, je reviens au Brivois célèbre, habitait au Palais Royal. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai fini par le trouver. Et c'est extrêmement éclairant parce que, comme par hasard, il habitait à côté de l'appartement où le régent faisait ses orgies. Donc tout ça s'explique. Et quand j'ai les témoignages de Saint-Simon qui dit qu'il tombe nez à nez dans l'escalier sur l'abbé Dubois, bah, c'est pas étonnant parce qu'il habitait au rez-de-chaussée. Donc voilà, ça ce sont des choses que je veux absolument faire. C'est permettre de façon presque cinématographique au lecteur d'être là, mais sans avoir ce sentiment de supériorité que nous avons trop souvent vis-à-vis du passé, qui est de juger ceux qui nous ont précédés, où on se dit, oh bah, ils étaient vraiment, quand même, ils ont fait les croisades, ils étaient grotesques, pour qu'est-ce qu'ils avaient... Non, j'essaie de ne pas être en surplomb, pour ne pas les juger, et surtout pour que le lecteur, et c'est pour ça que je prends des événements assez peu connus, parce que la Révolution, on sait comment ça se termine, mais il y a des événements moins connus, pour que même le lecteur se dise, mais au fond, comment ça va se terminer? C'est-à-dire exactement comme la duchesse du Maine ou le régent, qui tous les matins en se levant se disait, mais si le petit Louis XV attrape la variole et qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'air est tout en feu. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Vous pourrez évidemment savoir plus encore en rejoignant ces deux écrivains sur leur stand. Comme ça, ils pourront échanger avec vous et signer leur livre. En tout cas, merci beaucoup à vous deux et merci à vous pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup.